Pour cette troisième conférence du cycle annuel consacré à l'histoire de l'art en collaboration avec le FILAF. Voilà, donc après Gauguin, Picasso, et bien, ce soir nous accueillons un conférencier qui va nous parler d'un grand photographe. Grand photographe qui est peut-être pas connu suffisamment du public français. Notamment, enfin moi j'ai souvenir d'avoir, enfin je connaissais ce photographe, mais notamment il y a eu fin 90, si je ne me trompe pas, une exposition au Musée européen de la photographie, donc sur une série Le Bain de ce photographe, et ce qui à mon avis l'a rendu plus connu en France. Donc grand photographe américain, pour moi un des photographes majeurs de la seconde moitié du XXe siècle, avec d'autres photographes que Jérôme Neutre connaît bien pour avoir présenté des expositions, comme également Helmut Newton. Voilà, ça fait partie des grands maîtres de la photographie du XXe siècle. Et donc cette exposition a eu lieu l'hiver dernier. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir au Grand Palais. Et donc c'est avec grand plaisir que nous accueillons ce soir Jérôme Neutre, donc, qui est par ailleurs directeur de la Réunion des musées nationaux, président du musée du Luxembourg, si je ne me trompe pas aussi. Voilà, donc, puis là, enfin, je ne vous détaillerai pas tout son parcours, mais bon, c'est quelqu'un qui compte, je pense, dans le monde de l'art actuellement en France. Je laisse la parole à Sébastien Planas, donc, du FILAF, qui va vous parler donc, du festival qui va démarrer maintenant dans 3-4 semaines. C'est bientôt. Voilà. Merci Pascal, tout a été dit, hein, je crois. Le festival donc, qui est associé à la série de présentations, d'expositions qui a lieu chaque hiver à Canet, dont ici l'exposition Irving Penn clôture la saison. Donc le festival s'appelle le FILAF à Perpignan, on prépare la 8e édition qui va commencer le 18 juin, terminé le 24 juin. C'est un festival dont le but est de parler d'art à travers les livres et les films documentaires qui en traitent. Donc c'est un festival durant lequel vous pouvez accéder, comme ce soir, à des présentations d'ouvrages, puisque Jérôme Neutre est aussi auteur des textes du catalogue, en plus d'être commissaire, et profiter de rencontrer les auteurs, profiter de films documentaires sur l'art internationaux, avec plusieurs premières mondiales ou nationales lors de ce festival. Il y a une compétition de jury. Il suffit d'aller voir sur filaf.com et de vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant. Le programme est en ligne d'ores et déjà. Voilà, donc vous êtes les bienvenus, les amateurs d'art, de livres et de films que vous êtes. Vous êtes les bienvenus. Il y aura aussi des expositions, notamment une exposition Pierre et Gilles, inédite. Pierre et Gilles seront là à Perpignan, parleront de l'exposition, signeront les livres. Voilà, donc on est, comme disait Pascal, on est très heureux d'accueillir, on est très flattés, honorés d'accueillir Jérôme Neutre ici, commissaire d'exposition, historien de l'art, président du musée du Luxembourg, parcours international, on en parlait à l'instant, qui a le courage de monter des expositions difficiles, comme celle d'Edmund Newton, tu le disais Pascal, mais celles-ci aussi, qui sont des expositions rares, qui sont souvent des premières internationales, et merci donc Jérôme Neutre de venir nous parler de cette exposition, voilà, je vous laisse la parole, on vous écoute. Écoutez, merci monsieur le directeur, merci à la ville de Canet-en-Roussillon, merci au FILAF de cette initiative. C'est un festival formidable et l'idée comme ça de pouvoir faire voyager les expositions sous forme de rencontres et de discussions, c'est une très bonne idée et on devrait d'ailleurs le faire plus souvent et dans d'autres villes parce que un des problèmes précisément de ce genre d'exposition, pour parler d'Irving Penn, puisque c'est d'abord une exposition dont on va parler, qui s'est tenue au Grand Palais, c'est que cette exposition est typiquement le genre d'exposition qui est par essence difficile à faire tourner. Alors c'est paradoxal, et c'est pour ça que ça va pouvoir être aussi une introduction sur le cas un peu Irving Penn. C'est paradoxal parce qu'on pourrait se dire que la photographie, c'est précisément un médium artistique, mécanique, reproductible, et que par définition, on pourrait se dire que précisément, à la différence de Velázquez, par exemple, on pourrait présenter Irving Penn assez facilement
en retirant des photographies. Mais le problème, c'est que Irving Penn, et c'est peut-être pour ça qu'il a été présenté dans les Galeries nationales du Grand Palais, dans les mêmes salles précisément que Velázquez, que Gauguin, puisque je cite des peintres que vous avez évoqués dans ce même théâtre les dernières saisons, c'est qu'Irving Penn, au fond, ne s'est pas vraiment vu comme un photographe, et il avait peut-être raison. Il s'est vu d'abord comme le peintre qu'il était, et on y reviendra quand on parlera un peu de sa formation. Et il a interdit à toute autre personne que lui-même d'exécuter ses tirages photographiques. Il a fait un certain nombre de tirages pendant sa vie, mais ensuite, c'était terminé. Ces tirages sont donc rares, ils sont donc d'autant plus précieux, ils sont souvent dans des collections soit de grandes collections institutionnelles ou privées. Et quand on ajoute à cela la fragilité intrinsèque au médium photographique, ces œuvres sur papier, plus particulièrement, on verra tout à l'heure, des tirages avec cette technique où Penn excellait, qui s'appelle le tirage au platine palladium, mais qui est encore plus fragile, et qui donc nécessite vraiment un nombre de luxe, c'est-à-dire un contrôle de la lumière extrêmement rigoureux, lumière très basse, et en fait très peu de temps d'exposition à la lumière. Donc, quand vous avez dit tout ça, la rareté, la fragilité, la valeur d'assurance, par définition, puisqu'il y en a peu, que c'est beaucoup demandé, eh bien, ça donne un exercice qui a été longtemps une mission un peu impossible, puisqu'en fait, on avait lancé l'idée de cette exposition, qui est la première rétrospective d'Irving Penn depuis la mort d'Irving Penn en 2009. Au monde, il n'y en avait pas eu avant. On l'avait lancée dès 2011, 2 ans après sa mort. Et en fait, elle est advenue finalement en septembre 2017. Bon, mais c'était pas grave, et ça tombait d'ailleurs bien dans un sens, puisque ça tombait sur le 100e anniversaire de la naissance d'Irving Penn, et c'est pour ça que vous avez le sous-titre Irving Penn, le centenaire. Cette exposition, elle s'inscrivait dans une programmation donc des Galeries nationales du Grand Palais, et à mon arrivée en fin 2009, j'avais proposé au ministère et de tutelle d'un peu mettre à jour, d'une certaine façon, la programmation des Galeries nationales qui, depuis 1966, était en fait assez uniquement resserrée et restreinte autour de la trilogie qui constituait un peu l'acception du mot beaux-arts en 1966, qui était peinture, sculpture, art religieux. Et donc ça allait de Picasso à Angkor, et du Tao à Giacometti, Rodin, etc. Et en fait, c'était un peu la belle bois dormant, parce que pendant ce temps, tous les musées avaient commencé des grandes collections de photographies. Tout le monde savait qu'il y avait aussi des grands artistes qui utilisaient la vidéo, par exemple, qui faisaient des installations. Et donc, c'est passé un peu comme une lettre à la poste, juste de proposer à notre public d'updater, pour prendre cet anglicisme à la mode, l'acception du mot beaux-arts, et de parler aussi de photographie, des grands maîtres de la photographie, de la vidéo. On a fait la rétrospective Bill Viola en 2014, qui a eu un succès considérable. Des installations, on avait fait Dynamo, on a aussi en ce moment une exposition d'installations avec de l'art notamment numérique. Et Irving Penn donc s'inscrivait naturellement dans la shortlist, comme on dit, dans la petite liste vraiment des quelques maîtres, comme vous disiez, monsieur le directeur, des quelques grands maîtres de la photographie au XXe siècle. Et pour autant, parce que ça a été très compliqué de faire cette exposition, bien on a attendu un petit peu, et on a fait une rétrospective aussi d'autres grands maîtres, Helmut Newton, Robert Mapplethorpe notamment, qui ont eu tout aussi beaucoup de succès. Cette exposition, elle voulait aussi montrer, comme d'ailleurs pour d'autres grands maîtres de la photographie, mais particulièrement pour Penn, suite à ce que je vous ai dit en introduction, qu'au fond, si elle avait lieu au Grand Palais, dans ces galeries nationales un peu consacrées à de l'art
ancien, une sorte, souvent d'ailleurs, même il y a eu des expositions d'archéologie, il y a une sorte d'archéologie de l'histoire de l'art. C'est qu'au fond, et on l'a présenté comme ça dans la scénographie, c'est un peu une exposition d'archéologie. Et cette photographie en affiche de l'exposition, eh bien, elle le symbolise. Parce que si on regarde bien, il y a au moins 3 raisons pour lesquelles cette photographie ne pourrait pas être réalisée aujourd'hui. D'abord, la première raison, c'est que toute cette exposition, elle était composée de 250 tirages argentiques et au platine. Il était une fois un médium qui s'appelait la photographie argentique, avec un studio, un atelier d'Irving Penn, où je suis allé de nombreuses fois quand j'habitais New York et qu'il était encore vivant, et où la moitié de l'atelier, il y avait une partie studio, avec un rideau dont on va parler tout à l'heure, et une autre moitié de studio qui était en fait une sorte de laboratoire avec beaucoup de produits. Il mettait sa blouse blanche et il passait la moitié de son temps à faire des tirages. Ça n'existe plus. Il y a d'autres choses, grâce au tirage numérique, qui permettent d'ailleurs une autre facture esthétique, une autre texture, d'autres images. Mais ça n'existe plus. Ensuite, c'était une époque où on pouvait avoir dans le magazine Vogue, cette photo date de 1949, elle s'appelle Girl with Tobacco on the Tongue, fille avec un grain de tabac sur la langue. Ben évidemment, on ne pourrait plus avoir de photographie dans Vogue aujourd'hui avec une jeune femme en train de fumer. Ça, vous savez pourquoi. C'est encore une histoire qui appartient au XXe siècle. Et puis enfin, il y a aussi autre chose qu'on ne pourrait plus avoir, je crois, ou qu'on n'a plus, c'est la liberté plastique et artistique qu'avaient les photographes de mode à cette époque, où c'est un peu d'ailleurs, on peut dire, les débuts de la photographie de mode, et où les magazines comme Vogue étaient dirigés par des gens, on y reviendra, comme Alexandre Lieberman, qui étaient d'abord des directeurs artistiques, artistes eux-mêmes, historiens d'art, et qui ne se laissaient absolument pas, qui ne dépendaient en aucun cas de la publicité ou des marques ou des entreprises. Et c'est pour ça que le paradoxe, vous verrez dans les photographies de mode d'Irving Penn, c'est qu'au fond, du point de vue marketing, point de vue de la communication, comme on dit, mais ça n'existait pas à l'époque de grandes marques de couture, c'est un cauchemar, puisque tout est mis en valeur, sauf vraiment la robe. Et même là, on a du mal à vraiment voir de comment est vraiment présentée la tenue, et donc c'est pas forcément un faire-valoir ou une publicité, et parfois c'est même traité de façon très accessoire. C'était l'âge d'or d'une presse qui n'avait pas besoin de publicité pour vivre, à la différence d'aujourd'hui. Et donc, ça faisait de toute cette exposition donc un peu une exposition quasiment archéologique. Alors, qui est Irving Penn, puisque on a dit, il est né en 1917, et je vous disais qu'il se voyait plutôt peintre que photographe, mais là, dans cet autoportrait de 1948, il a 31 ans et il pose devant, dans ce studio, qui est d'ailleurs au Pérou, cette photo, à Cusco. Il pose devant sa chambre, devant cet appareil, encore un objet totalement d'archéologie qui appartient à notre monde. On avait mis d'ailleurs dans l'exposition un certain nombre d'appareils photos. Vous vous souvenez pour ceux qui l'ont vu. Alors Irving Penn, il naît dans le New Jersey en 1917, dans une famille d'émigrés juifs russes. C'est important parce que vous allez voir que tout ce qui a fait le destin d'Irving Penn s'est fait avec des compatriotes un peu qu'il avait eu russes. Et c'est une famille, ses parents qui avaient fui la première révolution de 1905 et qui s'étaient installés en Pennsylvanie, d'où le terme Penn, comme beaucoup d'émigrés. Vous savez, toute l'histoire des États-Unis est constituée de ça. Ils étaient arrivés pour un aller simple sans retour, et donc ils américanisaient leur nom de façon à s'intégrer complètement. Le père était horloger. C'est important parce que, vous savez, pour ceux qui connaissaient l'œuvre de Penn, que les petits métiers, on va y revenir plus tard, les artisans étaient vraiment un de ses sujets de prédilection. Il a toujours beaucoup
aimé ça. Et d'ailleurs, il se considérait et il se comportait comme un artisan. Il naît dans cette famille et cette famille va avoir 2 fils. Et 2 fils qui vont tous les deux être 2 artistes, qui vont tous les deux faire des écoles des beaux-arts. Le premier, Irving Penn, donc, qui étudie à la Museum School of Arts de Philadelphie et qui a la chance d'avoir un professeur, un autre juif russe immigré, Alexis Brodovitch, qui s'intéresse à ce nouveau médium qui est la photographie. Il peint à cette époque et il veut être peintre. Il va peindre toute sa vie, même s'il a détruit une partie de ses tableaux en 1942, mais après il continuera à peindre et à dessiner avant de faire des photographies. Mais Brodovitch va l'orienter vers ce qu'il appelle l'expérimentation. Et l'expérimentation, à l'époque, c'est la photographie. Et ça serait aujourd'hui le genre de professeur qui orienterait vers l'art robotique, vers l'art numérique, ses élèves pour aller chercher du nouveau. Son frère, et vous le connaissez sûrement, Arthur Penn, va aussi faire une école des beaux-arts et lui va s'orienter vers un autre médium aussi qui est à la mode et qui permet d'expérimenter et de créer une nouvelle écriture artistique, c'est le cinéma. Et il sera notamment le réalisateur de chefs-d'œuvre iconiques du cinéma, dont un qui a fait le tour du monde et qui s'appelle Bonnie and Clyde en 1967 avec, vous savez, Warren Beatty. Et donc Irving Penn, il est dans cette école d'art et puis il va penser qu'effectivement, la photographie, c'est peut-être c'est le pinceau de l'étudiant en art des années 30. Et il va faire ses premiers clichés photographiques à partir de 1938. Et ces photographies, qui sont des photographies d'ailleurs de rue, ne montrent rien de la rue. Il va tout de suite être à l'opposé du photographe documentaire. À l'époque, le grand photographe documentaire, c'est Walker Evans aux États-Unis, qui montre les classes populaires américaines, la vie aux États-Unis, etc., de l'entre-deux-guerres. Là, tout de suite, Irving Penn, il s'enferme dans un studio. C'est pour ça que cette photographie, cet autoportrait dit tout. Il va tapisser un studio et faire une sorte d'aquarium dans lequel il va créer son propre monde artistique, en faisant abstraction de la réalité. Il dira d'ailleurs plusieurs fois dans des entretiens qu'il se méfie beaucoup des accidents du réel. Donc c'est quelqu'un qui va, à quelques rares exceptions près, systématiquement travailler en studio et dans un petit studio qu'il avait pendant la plupart de sa vie dans le quartier d'Union Square à New York, à Manhattan. Et puis ensuite, quand il voyage, en construisant une tente de 20 mètres carrés dans laquelle il reconstitue son studio. C'est le cas ici au Pérou. Alors, Irving Penn commence, grâce à son prof des Beaux-Arts, Brodovitch, par publier les premières photos dans le Harper's Bazaar en 1941. Donc il est très jeune. Et ensuite, en 1943, comme il est assez doué et assez singulier dans son style, très sobre, très épuré, il est repéré par donc Alexandre Lieberman, qui est le jeune trentenaire, directeur artistique de Vogue. C'est l'âge d'or de Vogue, qui est un magazine donc avec un tirage considérable, une qualité d'impression et de photogravure qui là encore appartient à un autre temps et qui va durer cette qualité au moins jusqu'en 1965 et qui couvre notamment, pas seulement la mode comme aujourd'hui, mais des sujets, on verra, de société, aspect de découverte, avec des plumes importantes, y compris d'ailleurs dans l'édition française. Un exemple, c'est que Françoise Sagan écrira dans Vogue, Federico Fellini sera même directeur artistique à un moment donné. Enfin, il y a vraiment c'est un vivier
d'artistes, pas seulement de photographes, mais dans le graphisme et dans d'autres choses. Et il commence d'ailleurs par faire des couvertures de Vogue avec des natures mortes. Et puis évidemment, c'est le moment de l'apogée un peu des collections de mode. Alors à l'époque, il n'y a que 2 collections par an. Ça ferait rêver d'ailleurs les pauvres stylistes et couturiers qui tombent dans des dépressions nerveuses au bout avec les 4 collections par an, plus les 4 autres pour une autre marque, etc. Là, il y en a 2 par an. Évidemment, Paris est déjà la capitale mondiale de la mode. Et cette photographie que vous voyez, elle est prise en juin 1950 pour les collections de 1950 à Paris avec une femme, Lisa Fontsaggrive, qui est une des 10 femmes les plus photographiées à l'époque en 1950. C'est vraiment une des femmes qui a inventé en fait le rôle, l'incarnation de ce qu'on appelle le top model. C'est une ancienne danseuse suédoise. Elle est mariée à l'époque à un photographe justement français, Fernand Fontsaggrive. Et elle a pour notamment travailler son rôle de modèle, travailler avec des conservateurs du Louvre sur les poses qu'elle observe dans des tableaux. Ça fait rêver là encore sur le travail et la vision qu'avaient les mannequins à l'époque de leur rôle, de leur responsabilité, de leur mission. Et Irving Penn est en fait tombé amoureux, l'homme et le photographe de ce mannequin. Et donc, il propose à Vogue d'aller couvrir les collections françaises en 1950, en juin 1950, avec Lisa Fontsaggrive, qui est toujours mariée avec Fernand Fontsaggrive. Et il fait bien, puisque à la fin de l'année 1950, il va épouser Lisa Fontsaggrive, qui va devenir donc Lisa Fontsaggrive Penn, avec laquelle il aura un enfant, leur enfant unique, Tom Penn, qui est aujourd'hui président de la Fondation Penn. Et alors cette photographie, c'est pas une photographie, ça peut ressembler à une photographie de ce qu'on dirait de making-of ou de reportage sur une prise de vue. Parce qu'imaginez qu'à l'époque, en 1950, quand vous feuilletez Vogue, et on verra des extraits plus loin, tout est en Technicolor, on a l'impression, c'est le grand apogée de la couleur. D'ailleurs, ils font des offsets de couleurs incroyables, c'est quasiment de la sérigraphie, c'est très très beau, ça a très bien tenu. Et évidemment, c'est une époque où on le voit d'ailleurs dans le cinéma aussi des années 50, où on pourrait dire que c'est le règne du glamour, un peu de paillettes, ça doit briller, les photographies de mode sont plutôt prises dans des décors de grands hôtels. C'est l'époque de ces grands palaces, ou dans des décors extérieurs qui vont faire rêver les gens. Et puis Irving Penn, lui, il va se distinguer immédiatement et radicalement par l'antithèse de ce style. C'est-à-dire qu'il va montrer le dispositif de la prise de vue avec ce rideau gris qui est un ancien rideau de théâtre qu'il a trouvé au Puce, d'ailleurs, ce même mois de juin 1950, et qui lui rappelle le précédent rideau qu'il avait utilisé à Cusco, au Pérou, et ce genre de fond, quand il n'avait pas le rideau, il floutait le fond des photos pour avoir cet aspect un peu de fond de tableau très, très pictural, très pittoresque. Il va montrer le dispositif et il va imposer le noir et blanc, avec une seule source de lumière, extrêmement épurée. C'est une photographie prise au Rolleiflex. La plupart de ses photos dans sa vie, je m'en suis rendu compte le jour où j'ai visité son atelier. Je me suis dit, mais tout ce monde qu'on va voir, toute cette diversité de photographies, elle a été en fait entièrement construite, franchement, dans un espace qui faisait ce recoin du théâtre. Et imaginez le rideau comme ça, qui venait, qui se dépliait, et un petit tabouret, et un trépied avec un petit Rolleiflex, et c'est tout. Et donc ça faisait vraiment penser au chevalet d'un peintre, et un dispositif on ne peut plus simple,
on ne peut moins coûteux. Il n'avait pas besoin d'hélicoptères, de plages aux Bahamas pour montrer ce qu'il voulait montrer. Et donc, immédiatement, il se positionnait, il s'est imposé, encore une fois, grâce aussi à l'écoute d'un directeur artistique comme Lieberman, Vogue en 1900, dans la fin des années 40, parce que ça paraissait impossible de prendre le risque de publier des photographies comme ça. Et en même temps, il y a immédiatement donc une épure, un très grand classicisme, une élégance, une retenue dans l'image qui va complètement contraster, qui va immédiatement imposer un style, le style Penn. Alors ça, c'est ce style notamment des années 50. Bascule dans le temps parce qu'il va faire des photographies de mode. Il y a toute une évolution. Il en fera donc beaucoup. Il va évidemment évoluer, comme vous voyez là, ces photographies des années 1980, mais où il y a toujours dans la pose, dans la mise en scène, il faisait de très longues pauses avec les personnages, j'allais dire, ces modèles, et la recherche d'un format et d'une image qui rappelle plus un tableau qu'une scène, qu'une photographie qui essaierait d'attraper le réel et de donner quelque chose de naturel, un rendu naturel. Il va devenir assez célèbre pour ses photographies de mode, mais pourtant, dès 1965, il va arrêter quasiment la photographie de mode, à quelques exceptions près dans les années 80, parce qu'il trouve, pour deux raisons. D'abord, il trouve le milieu de la mode assez insupportable, et je pense que quand même, je soupçonne que certains directeurs commerciaux de maisons de mode devaient lui dire qu'il ne mettait pas assez en valeur les robes. Et ensuite, parce que Lieberman le pousse à s'intéresser à faire des portraits, et que c'est un genre qui lui paraît plus noble, plus intéressant. Et donc, il va faire dès 1949, d'ailleurs, parce que cette série, c'est 1949, des portraits. Ça, d'ailleurs, c'est une série qui paraît en 1949 dans un reportage dans Vogue qui s'appelle Inside NYC, à l'intérieur de New York City, et où il prend des personnages, des modes. Et là encore, il va dans son studio construire 2 simèses et faire cette série qu'on appelle les portraits en coin. Je vous en montre une très célèbre avec Salvador Dali que vous reconnaissez. Et alors là encore, c'est quelque chose d'absolument farfelu, on pourrait dire, que d'aller coincer un peu dans un recoin le personnage. Et il va le faire systématiquement pour toute une galerie de personnages. Alors on peut y voir plusieurs choses. D'abord, il y a le fait que dans sa formation artistique, il étudie beaucoup le graphisme et qui va commencer d'ailleurs au tout début à dessiner des couvertures et être dans le graphisme. Il y a quelque chose de très graphique dans cet angle. Ensuite, il y a quelque chose d'un peu psychologique peut-être. C'est comme s'il allait pousser dans son dernier retranchement un personnage sans lui laisser d'issue. Il n'est pas possible de lui échapper. Et on sait qu'il faisait de pauses très longues, qu'il pouvait passer 1 heure, 2 heures avec un personnage comme ça. Et que, par ailleurs, il a aussi dit plusieurs fois qu'il ne cherchait pas la surface. Il disait ça pour se distinguer d'ailleurs d'un autre photographe qui était un de ses amis, mais quand on voit comme il parlait de ses amis, on n'a pas envie d'être son ennemi. Richard Avedon, qui a travaillé aussi pour Vogue à partir de 65. Et il disait, Richard Avedon, lui, il cherche, parce qu'il avait dû prendre une citation comme ça, attraper ce que lui donnent les gens. Il dit non, moi je ne veux pas ce que donnent les gens en surface. Non pas que ça ne m'intéresse pas, mais je cherche justement quelque chose qui ne donne pas et qui est souvent, parfois même une faille. Mais c'est pas pour aller chercher la petite bête, c'est parce que cette faille, souvent, elle est plus belle que ce que les gens donnent en surface. Et donc il va faire ces longues pauses. Et cette série, elle va faire un peu le tour du monde, ces portraits dits en coin, les corner portraits, parce que elle va détonner, une fois de plus, radicalement
dans son style. C'est pour ça d'ailleurs que tout au long de l'exposition, souvent, il y avait des journalistes qui, dans les interviews, commençaient par dire donc, vous montrez Irving Penn, un grand photographe classique. Je disais, ben, s'il y a bien un terme qui ne lui va pas, c'est photographe classique. C'est-à-dire qu'au fond, ça a été un photographe profondément avant-gardiste et encore aujourd'hui très audacieux dans ses dispositifs et dans ses partis pris artistiques. Alors bon, il a eu la chance donc d'avoir accès au plus grand. Je ne vais pas vous faire toute une galerie de portraits, mais pour parler bien, essayer de cerner son style, parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant quand on parle quand même d'un artiste et d'un photographe, ce portrait de Picasso. Alors d'accord, il avait accès à toutes les personnalités les plus célèbres grâce à Vogue. Oui, mais en même temps, précisément, parce que ces gens étaient très célèbres, ils étaient très photographiés. Et donc, pour se distinguer comme grand photographe, c'est plus difficile de photographier Picasso, qui est éminemment photogénique, ou Dali, que de photographier quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et cette photographie, elle est vraiment exemplaire du travail de Penn, parce qu'on a tous en tête vous avez eu une conférence qui traitait de Picasso de l'année 32, donc là c'est plus tard, hein, c'est dans les années 50, début des années 50. Picasso, on a tous des photographies en tête, il existe des dizaines de milliers, mais cette photo, elle ne peut être que d'Irving Penn. Alors pourquoi ? D'abord, il y a la concentration sur cet œil. Il y a beaucoup de portraits d'Irving Penn où un œil est dans l'ombre et un dans la lumière. Il y a un premier portrait d'Yves Saint-Laurent très célèbre où l'autre œil est dans la lumière. Il voyait dans l'œil un peu le centre d'entrée, la fenêtre pour entrer, pour atteindre l'âme du personnage. D'ailleurs, dans l'iris de l'œil de Picasso, alors ça, on le voit bien dans le tirage. Évidemment, là, l'agrandissement et l'ordinateur, la moulinette de l'ordinateur ne permet pas, mais vous voyez un peu un reflet. C'est le reflet de la verrière de la maison, du salon de la maison dans le sud, à Cannes, de Picasso, qui s'appelait la Californie. Et cette photographie, quand je la regarde comme ça, j'ai l'impression de voir M. le Maudit, de voir une sorte de prédateur. On n'a pas envie de confier ses enfants à garder à ce personnage. Et c'est vrai qu'on sait que Picasso a été un grand génie de la peinture. Et je pense que mon ami et collègue Laurence Madeline vous en a parlé il n'y a pas longtemps. Mais on sait que ce n'était pas forcément l'être humain le plus généreux, le plus empathique et le plus sympathique. Et je trouve que dans cette photographie, une fois de plus, prise par un Irving Penn qui n'avait jamais rencontré Picasso avant. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Picasso, donc désagréable comme il pouvait être avec quiconque ne lui servait pas ou ne lui servait plus, avait finalement décidé au dernier moment de ne pas ouvrir la porte au photographe qui venait quand même de New York. Et donc, le domestique qui a ouvert a dit « Ben non, monsieur Picasso n'est pas là, c'est pas possible ». Puis ils ont décidé quand même de faire le forcing, Penn et son assistant. Et finalement, ils ont réussi à rentrer. Et Picasso avait envie de saboter. D'abord, il ne connaissait pas ce photographe. Et puis, il avait envie de saboter. Donc, il s'est déguisé. Il a mis une cape de torero qu'il avait de corrida, une cape qu'il avait pour la corrida, et un petit chapeau, comme ça. Et il est venu faire le clown pour saboter la session. Et c'est dans ce dispositif, précisément, plutôt que de se dégonfler, que Penn a trouvé une certaine vérité de Picasso. C'est à la fois un être très fantaisiste, très fantasque, avec une malice, un regard hypnotique de séducteur, voire et puis aussi une inquiétante étrangeté quasiment de prédateur. Alors il existe plusieurs tirages de cette photographie. Vous verrez peut-être des reproductions un jour avec un tirage
un peu moins serré ou un tirage un peu plus serré, parce qu'Irving Penn était aussi un très bon stratège, dire pour son œuvre. Et il notait dans des carnets que j'ai vu dans son atelier, pour chaque photographie, il allait faire plusieurs cadrages, d'abord évidemment comme tout photographe, pour ensuite avoir le choix. Et il en sectionnait parfois plusieurs pour des tirages. Et il notait celui-là sera une édition de 5, celui-là une édition de 5, déjà jeune. Donc il a vraiment bien organisé son destin de photographe. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de photographies, j'en profite à ce moment-là, et beaucoup de portraits, et beaucoup de gens d'ailleurs qui venaient voir l'exposition, qui disaient mais pourquoi il n'y a pas le portrait d'un tel que j'ai tellement aimé, et qu'ils avaient vu reproduit dans des livres ou dans des magazines collecteurs de Vogue. C'est qu'en fait, il a fait énormément de photographies dans sa vie, mais il n'a pas tiré toutes ces photographies. C'est-à-dire qu'il y avait les photographies qu'il publiait en magazine, et puis ensuite, ce qui faisait la moitié de la semaine, c'est-à-dire les tirages photographiques. Et là, il sélectionnait certains clichés, et pas d'autres, pour être un peu élu, selon lui, au rang un peu d'œuvres qui pourraient être accrochées sur un mur et qui se rapprocheraient du tableau. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs qu'il y a, et on le voyait dans l'exposition, qu'il y a des périodes très représentées dans ces tirages et des périodes beaucoup moins représentées. C'est-à-dire que la fin des années 40, la période en gros 48, 57, il tire beaucoup de photos. Et ensuite, les années 60, 70, il va faire beaucoup moins. Comme s'il avait l'impression de se répéter, à quelques grandes exceptions près de séries qu'on va voir plus tard. Mais il a vraiment, donc il y a un corpus artistique, et puis il y a le corpus des publications qui n'en sont pas moins des photographies intéressantes. Mais il y a ces deux choses. Et nous, on s'était évidemment intéressés surtout aux photographies évidemment qu'il a tirées et qu'il a élues comme œuvres à collectionner, œuvres à accrocher, à être vues dans d'autres formes de tirage. Alors, grande série que certains doivent connaître, les petits métiers. Ça aussi, autre révolution stylistique de Penn, c'est que la même année 1950, très importante, où il va photographier avec Lisa Fontsagrive les collections à Paris, on l'a vu la photographie tout à l'heure, et qui trouve ce rideau de théâtre, donc au puce de Clignancourt, eh bien, il va demander à Lieberman de commencer une série sur les artisans, d'abord tous les petits métiers de Paris, puis il en fera après à Londres, et il en fera aussi à New York. Et alors, Vogue dit OK, et il veut décrire, portraiturer un peu cette autre société que la société des mannequins et de la haute couture. Et alors, Vogue, à l'époque, il y a Vogue France, il y a une jeune rédactrice en chef qui s'appelle Edmonde Charleroux, hein, qui a malheureusement décédée récemment, grande écrivaine, qui lui trouve un jeune qui commence la photographie et qui est très content d'être l'assistant de cet Américain. Ce jeune s'appelle Robert Doisneau. Et donc, il demande à Robert Doisneau, qui n'est pas encore Robert Doisneau, d'aller recruter des petits métiers. Rue Mouffetard, à Paris, dans le quartier latin, qui est un quartier très commerçant à cette époque, avec cette rue Mouffetard, pleine de commerces, et toujours des commerces. Là, c'est les commerces de cette époque. Et alors, il va les payer pour ça, vraiment, il propose de venir poser dans un studio qu'il a installé rue de Vaugirard, donc pas trop loin, toujours dans le 5e à Paris. Et alors vont défiler le facteur, le boulanger, le charcutier, le rempailleur, le poissonnier, le pompier, etc. Et ce qui est intéressant et qui va tout d'un coup aussi donner à la fois une identité à cette série et puis imposer complètement le style de Penn, c'est qu'au fond, il va traiter ces petits métiers, ces personnages qui sont ce qu'on appelle les petites gens, exactement comme il traite les top modèles ou les grandes stars. C'est-à-dire qu'au fond, ils seront photographiés dans les mêmes conditions, devant la même lumière, devant le même rideau, dans le même studio, ce même mois de juin 1950, que une des plus grandes top modèles qu'Elisa Fontsagrive ou
des grandes stars. Et là, il y a quelque chose aussi de très novateur et qui bouscule non seulement les habitudes, mais tout un milieu de photographie, c'est d'annuler les classes sociales. C'est-à-dire que dans la photographie d'Irving Penn, il n'y a pas de classe sociale. Tout le monde est traité dans le même décor et en travaillant les mêmes poses. Il y a une photographie, quand vous voyez ce facteur, il a une pose aussi altière que beaucoup des grandes stars que photographie Irving Penn. Il veut montrer, à l'évidence, lui, le fils de l'artisan horloger, évidemment, toute la noblesse, toute la beauté de ces personnages. Là, vous avez des personnages pris à Londres, c'est un petit métier de Londres, parce que ces petits métiers, il va en faire des centaines. Pendant des années, ça va être une sorte de leitmotiv dans son œuvre. Dès qu'il est dans une ville, il va s'attacher à ces petits métiers. Et là encore, rendons à César ce qui est à César. Il y a un directeur artistique dans Vogue. Vous voyez, c'est pas forcément les sujets de prédilection, de glamour pour lesquels on pourrait penser que les gens vont acheter Vogue. Et bien, Lieberman dit je prends à chaque fois et fait des pages entières, des reportages entiers sur les petits métiers à Paris, à Londres, à New York. Aujourd'hui, ces séries appartiennent dans des collections des plus grands musées. Et vous voyez d'ailleurs la façon dont ils étaient reproduits dans Vogue. Il y en avait tellement que Lieberman a fait des pleines pages. Et puis il y avait aussi des pages comme ça composées avec plusieurs. Une fois de plus, tous n'ont pas fait l'objet de tirages photographiques. Par exemple, ceux-là ne sont pas tirés. Donc ça, c'est une série absolument très importante. Et cette série qui donc impose Penn comme un peu un photographe profondément humaniste et d'une certaine façon avec une posture idéologique et même politique, va beaucoup frapper. Alors ces petits métiers, on revient juste 2 ans en arrière, parce que ces petits métiers, ils ont en fait une base, et c'est un petit flashback pour expliquer d'une certaine façon d'où vient, selon moi, le style Penn. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment de révélation qui est à Noël 1948. Vous remarquez, c'est le même dallage, c'est le même studio dans lequel il a cet autoportrait que je vous montrais au début de 1948, où il a son blouson d'aviateur. Il est au Pérou, dans un des très rares, c'est le seul d'ailleurs reportage de mode, il est allé plusieurs fois à l'extérieur, mais peu, seul reportage de mode qu'on lui confie en extérieur et dans un pays un peu exotique, puisque c'est au Pérou, à Lima. Donc il part en décembre 1948 avec un mannequin. Ils font une série de photographies dans des restaurants à Lima. Et puis il en profite pour rester et aller visiter la grande cité des Andes patrimoniale, Cusco, et passer Noël là. Et là, il est frappé par le dénuement des villageois et des gens qu'il rencontre dans la rue. Il est extrêmement touché par donc à la fois ce dénuement, la beauté, la singularité de ces personnages qu'il croise. Et il veut témoigner de ça, il veut les photographier. Et il rencontre un photographe local à Cusco qui a un studio, vous voyez, qui est moitié extérieur, dans une cour qu'il a fait avec un grand rideau gris. Et quand il voit ça, donc il va faire défiler, un peu comme il va faire après pour les petits métiers, il va les recruter dans la rue et faire défiler toute une série de personnages qu'il rencontre dans la rue, mais qui sont vraiment, on appelle les petits gens, des gens de la rue, et parfois des gens qui vivent dans la rue, comme ces enfants de Cusco, dont vous pouvez voir à la fois dans une photographie très, très touchante, aussi poignante, un peu choquante, parce que c'est une photographie évidemment qui témoigne d'une grande pauvreté. Et ces enfants de Cusco,
ça va être une des photographies les plus iconiques de Penn. Et je pense que c'est ce qui lui a donné l'idée en rentrant de vouloir s'intéresser, lui qui était en fait enfermé par son métier de photographe dédié à Vogue. C'est comme quelqu'un qui a le record. Il a fait 160 couvertures pour Vogue. Il a travaillé. Il n'y a aucun photographe qui n'a pour le moment encore travaillé aussi longtemps pour le magazine Vogue et fait autant de couvertures. Donc c'était vraiment un photographe qui travaille pour Vogue de 1943 à sa dernière publication dans Vogue est 2007, je crois. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Plus de 60 ans, 160 couvertures, etc. Mais forcément, il est un peu enfermé dans des sujets de commande, même s'il les traite artistiquement, des stars, des paillettes, des mannequins, puisque c'est la mode, les grands du cinéma, les grands de l'art, les politiques, etc. Et là, il a un autre sujet qui va imposer à Vogue. En rentrant, il dit à Lieberman, sans l'imposer, il lui dit « Regarde ce que j'ai fait aussi ». Et Lieberman dit « Je prends », comme il va prendre les petits métiers, etc. Et il publie en Noël 1949, vous allez voir, une série qui s'appelle Christmas in Cusco, donc Noël dans Cusco, et qui montre donc ces photographies prises dans ce studio. Et pourquoi moment de grande révélation, c'est que je pense que quand il va voir ce rideau opus à Paris, il va retrouver aussi cette idée du rideau, ce fond qui va devenir ce fond complètement neutre, complètement qui est en fait un style quasiment de l'absence ou une absence totale de fond et qui va donner permettre vraiment de se concentrer sur le personnage et de donner une extrême sobriété à ces photographies. Vous en avez d'autres. Alors là, ce sont donc les photographies tirées par Irving Penn. Et maintenant, je vous montre comment tous les reportages d'Irving Penn paraissaient dans Vogue. Attendez-vous à un certain choc. Mais pour autant, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, c'était en couleur. Il prenait tout en couleur et tout en noir et blanc. Il doublait tout. Parce que la condition quand même de Lieberman, c'était que c'était la grande époque donc des offset color et donc il voulait des photographies couleur dans Vogue. Et pour autant, il aura tiré dans sa vie, fait très peu de tirages en couleur. Donc on peut dire qu'il travaillait plutôt artistiquement, évidemment, le noir et blanc, mais pour autant, il y a tout un Irving Penn en couleur, mais qui est sous forme donc essentiellement de copies, d'exemplaires de Vogue de ces années. Encore une photographie aussi avec toujours beaucoup d'humour dans les photographies de Penn. Ce qui est important aussi à montrer, j'espère que vous le voyez dans ces photos, c'est que c'est tout sauf une vision misérabiliste de la vie. D'ailleurs, comme je vous dis au début, il ne se voit pas du tout comme photographe documentaire, donc il ne peut pas témoigner de quoi que ce soit. Il veut recréer un monde, mais dans ce monde-là, il y a des gens qui le touchent beaucoup. Il veut montrer aussi, lui, qui doit couvrir les collections de mode, eh bien, tous les costumes traditionnels de ces gens qu'il rencontre. Il avait toujours beaucoup d'humour, une vision, donc, je vous disais, très, très positive, très, très humaniste. Et alors, Cusco, c'est aussi la révélation d'autre chose, c'est que c'est le premier voyage où il photographie à l'étranger, et il va, dans les années 60, faire une série de voyages en Afrique, et notamment là, dans le sud marocain, en 1971. Et alors, il va, pour ces voyages, construire donc une tente à chaque fois de 20 mètres carrés, une sorte de chapiteau avec son rideau de nouveau, et transporter en fait son studio de Manhattan à la rencontre d'autres populations, et en s'attachant, alors ces photographies, elles ont parfois embarrassé un peu, on est dans les années, donc, début des années 70, il commence son premier voyage en Afrique en 67, au Dahomey, au Bénin. Elles ont parfois embarrassé soit les exégètes, même les directeurs artistiques de Vogue à l'époque, parce que j'en disais, mais est-ce que ça fait pas un peu un regard ethnocentriste, un peu ethnographique, un peu presque colonialiste, enfermé comme ça dans certains clichés, ces populations. Et en fait, il l'assumait complètement avec, effectivement, en regard un peu
un héritage de photographie ethnographique. Mais ce qui l'intéressait, il était fasciné par ces habitants d'autres régions du monde, des grands ailleurs comme ça, qui gardaient des traditions, notamment vestimentaires, des masques et des us et coutumes totalement différents du mode occidental. Évidemment, à chaque fois, on voit la dimension à la fois picturale et la dimension quasiment théâtrale de ces compositions. Une fois de plus, on voit bien qu'on ne témoigne pas d'une société, mais il y a là un artefact, une image profondément artistique. C'est quand même donc des photos qui ont un peu dérangé. Là encore, Alexandre Lieberman dit « je prends » et c'est publié dans Vogue, qui décidément était très bienveillant et très ouvert avec toutes les propositions d'Irving Penn. Très ouvert, sauf pour une série. Ça, c'est une série également de 1949-1950. Et là, cette série, Alexandre Lieberman, il va dire non, ça, je ne prends pas. Je ne prends pas pour plusieurs raisons. D'abord, Vogue, est un peu le véhicule qui lance la mode des top modèles. À l'époque, Irving Penn est un peu déjà révolté contre l'anorexie des mannequins. Et alors qu'il photographie des top modèles le jour, il va, à d'autres moments, photographier des nus avec des corps radicalement opposés, radicalement différents, et créer cette série qui ne va pas être vue et montrée de 1949 à 2002. Parce qu'elle est refusée par Vogue, évidemment. Et ensuite, même Steichen, qui est conservateur à l'époque au Met, et qui a créé le département de photographie, d'ailleurs, du Metropolitan Museum of Art de New York, qui est ami de Penn, lui dit « je ne sens pas ça, je ne le sens pas ». Ça va choquer, c'est éminemment contemporain et avant-gardiste dans son traitement. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'au fond, il va, en focalisant sur des morceaux de corps, créer un peu comme des sculptures en photographie. C'est-à-dire que, comme il a voulu montrer qu'il pouvait être peintre en photographie, il veut, je pense, montrer qu'il peut être sculpteur en photographie. Ces corps, dans ce cadrage, finalement, par le choix du cadrage, deviennent un peu comme des figures abstraites. Et c'est ce que cherche Penn. Ce que vous ne voyez pas, c'est le tirage. On le voit un peu, mais les tirages sont extrêmement de couleur diaphane, comme ça. Il va blanchir ces tirages, faire des expérimentations plastiques qu'il n'avait jamais fait avant, comme pour chercher du marbre. C'est intéressant parce que cette salle qu'on avait faite au Grand Palais de ces nus, donc la première fois ça a été montré au Met en 2002, c'était assez choquant et peu attendu, même pour ceux qui connaissaient Irving Penn. Et au fond, c'était dans les mêmes salles où il y avait, quelques mois auparavant, un autre centenaire qui était le centenaire de Rodin. Et au fond, il y avait comme ça une passerelle qui était vraiment très intéressante. Et ces photographies, elles ont mis donc beaucoup de temps à être montrées. Et aujourd'hui, on voit encore, avec ces photographies, à quel point, donc prises, je rappelle, en 49-50, à quel point Irving Penn est en fait un révolutionnaire en photographie. C'est-à-dire, tout ce que je vous dis depuis le début, c'est qu'il prend l'autoroute à l'envers de tout ce que font les gens. Parce que des photographies de nus, il y en a depuis les débuts de la photographie. Et à cette époque, aux États-Unis, le grand photographe de nus, Weston, fait des nus, mais beaucoup plus académiques, avec une certaine froideur, une élégance qui les rend publiables. Il y a aussi quelque chose que Penn fait et qui est absolument archi tabou dans les nus américains, c'est de ne pas masquer ce
qu'il appelle la végétation pubienne. Et ça, c'est ce pourquoi Steichen, il y a une correspondance là-dessus, c'est ce pourquoi Steichen les refuse pour les montrer même en musée ou en centre d'art. Nous sommes dans une Amérique qui est déjà puritaine, sinon puritaniste. Mais donc il a ce côté totalement singulier en affirmant autre chose et toujours, comme son prof des beaux-arts, Borovitch lui enseignait, chercher l'expérimentation, aller chercher du nouveau. Il est convaincu, et il avait raison, qu'un grand artiste, c'est quelqu'un qui invente son art ou qui le réinvente. Et donc lui, il va faire des choses que personne n'a fait. Dans les mêmes séries de choses que personne n'a fait, et qui pour moi est le climax de son œuvre, cette série qu'il appelle Les cigarettes. Cette série, c'est dans les années 70, 1970. Il va se mettre, tout d'un coup, ses assistants se demandent pourquoi, à aller sur les trottoirs, descendre à Union Square et à ramasser, avec une pince à épiler, ramasser les mégots, les rapporter au studio, les trier et les assembler, parfois, et les photographier et composer ensuite des tirages au platine palladium, les tirages les plus sophistiqués, sur des papiers, des papiers à dessin très épais, comme ça, dans d'assez grands formats, parfois des grands formats aussi grands, presque aussi grands que ça. Et il va faire en fait les tirages les plus raffinés, les plus travaillés, pour l'objet le plus insignifiant, l'objet qu'on écrase de sa chaussure, le mégot de cigarette. Et là, je pense que ce que veut nous dire Penn, enfin, ce qu'il nous montre d'ailleurs, parce que ces photographies, elles nous montrent au fond, on oublie presque le mégot. On voit là, c'est un peu flou cette reproduction. On a l'impression de voir des œuvres abstraites. Ça tend vers l'abstraction. On a aussi l'impression de voir des vanités un peu. Ça sent un peu la mort. Hein. Ça donne pas envie de fumer, c'est vrai. Alors il faut savoir quand même que, entre-temps, dans les années 60, plusieurs de ses grands amis sont morts des bienfaits de la cigarette. À l'époque, vous savez qu'il y avait des publicités pour dire que c'était bon pour la santé aux États-Unis. Bon, ça s'avérait que c'était pas forcément ça. Et alors certains ont vu aussi une dénonciation. Je ne crois même pas. Je pense d'abord et avant tout qu'il y a chez Penn, au moment, donc on est en début des années 70, et ça commence 70, il a été, quelques années auparavant, assez perturbé par le succès de Richard Avedon, par d'autres photographes qui venaient. Et finalement, beaucoup d'associations dans les journaux qui disaient, oui, les grands photographes de Vogue, Penn, Avedon, etc. Et il veut se singulariser, il veut montrer qu'il appartient à une autre catégorie. Et donc, il prend cet objet le plus insignifiant, ce détritus, et il va faire après d'ailleurs des détritus, il va prendre dans les poubelles des choses et faire des peintures abstraites, un peu comme ça. Et il veut montrer que ça peut être aussi une source de poésie. Il répétait souvent, par exemple, vous savez, même photographier un gâteau peut être de l'art. Il disait, photographier un savon pour une publicité peut être de l'art. Dans des entretiens, souvent, ça revient. Et je pense, j'avais d'ailleurs appelé mon petit essai dans le catalogue, photographier un mégot peut être de l'art. Et quand on pense, on dit qu'il a essayé d'être peintre en photographie, sculpteur en photographie, et là, il veut être poète en photographie. Si on pense à la définition du poète de Baudelaire, qui disait « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or ». Eh bien, Penn, il nous dit « Tu m'as donné ton mégot et j'en ai fait de l'art », d'une certaine façon. Et cette salle de cigarettes qu'on avait faite au Grand Palais, il faut savoir que maintenant, ces tirages sont des tirages très prisés des musées, parce qu'une fois de plus, il faut les voir, il faut voir les œuvres plastiques. C'est assez déconcertant et en même temps très fort. Voilà, j'avais dit 1 heure, ça fait 1 heure pile. J'ai essayé donc de vous montrer en quelques chapitres la naissance et l'évolution d'un artiste en photographie. Et
comme on dit, vous savez, photoreporter, eh ben, il faut inventer une nouvelle catégorie pour Pen, ce que j'avais proposé, photoplasticien peut-être, puisqu'il a été éminemment plasticien en photographie et en créant son monde. L'avantage des créateurs de monde, c'est qu'ils ne se démodent pas. Parce que quand vous témoignez d'une certaine société, d'une certaine époque, bon, bah, quand l'époque est passée, ça date. Et là, il y a quelque chose de profondément intemporel, et surtout dans des photographies comme ça, qui fait qu'il est très difficile, d'ailleurs, souvent en voyant des photographies de Pen, de les dater, d'avoir une idée précise des dates, tant elles sont intemporelles et tant elles sont pertinentes aujourd'hui artistiquement, puisqu'une fois de plus, quand on voit tout ça, eh bien, il y a peu même de photographes aujourd'hui qui oseraient imposer des séries comme celle-là. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long, trop ennuyeux. Voilà. Vous avez droit à des questions quand même. Alors, évidemment, il y a pour ceux qui veulent voir plus de photographies, parce que l'exposition avait 250 photographies de Pen, c'est la plus large exposition qui a jamais été faite. Et il y a un catalogue qui est un collecteur, d'ailleurs, parce qu'il ne reste plus que 2 exemplaires en vente en France, je crois. C'est les 2 que vous avez trouvé, le Filaf, parce qu'il a été en fait édité à un certain nombre d'exemplaires, mais compte tenu du succès de l'exposition, qui a rassemblé plus de 300 000 visiteurs, et du succès du catalogue, et on a été assez surpris parce que c'était un catalogue qui était assez cher. On ne pensait pas en vendre autant. Et maintenant, il est devenu collecteur. Donc, pour ceux qui veulent acquérir le catalogue, vu la bonne idée d'en mettre 2 ou de le consulter. Vous pourrez peut-être même le dédicacer, non? Non, je ne suis pas... En l'absence d'Irving Penn, D'accord. Merci beaucoup. Il le permettrait. Merci beaucoup, Jérôme Neutre, pour la découverte ou la redécouverte ou l'approfondissement de l'œuvre d'Irving Penn. Est-ce que des questions dans le public ou des remarques? Moi, pour ma part, j'en ai plein, mais bon, je voudrais d'abord laisser la parole au public. Oui. Alors, nous avons la chance d'avoir dans le département un très grand tireur spécialiste du platine palladium, à la personne de Carlos Barrantes. C'est moi qui vais lui poser des questions. Voilà. Donc, je pense que sur la matière elle-même du tirage platine palladium, il y a vraiment énormément de choses à dire, et peut-être que Carlos a des questions à ce sujet-là. Peut-être même vous pouvez nous expliquer techniquement, parce que c'est quelque chose de très difficile à expliquer, même si je l'ai vu faire, avec notamment, il passait lui-même le pinceau de la solution de platine avec un pinceau à poil de chamois, je me souviens. Oui. Il était lui-même. Oui, bon, surtout vous remercier, ça a été vraiment un plaisir pour moi. Parce que bon, je suis tireur, mais d'abord je suis photographe. Et regarder cette exposition, ça a été magnifique par rapport à la qualité que je pense comme photographe, l'innovation. Et surtout, pour moi, c'était important comment il s'est approprié l'espace d'une façon très singulière. Et aussi, évidemment, techniquement, j'ai trouvé magnifique. Et cette exposition, ces grands tirages en platine et palladium, c'était vraiment magnifique pour moi. Alors, il y avait différentes questions. Et une question surtout, j'avais entendu à la fin, c'était aussi son fils qui faisait des platines avec lui. Je ne sais pas si c'était vrai ou non. Et dans cette exposition, j'ai vu notamment la série des petits métiers, indifférent dans la profondeur des noirs de ces platines, que c'était très différent à la série des Mégots et la série avec sa femme, etc., où on pourrait dire que c'est 2 personnes complètement différentes qui se font le tirage, et apparemment on vous dit que c'est vous seul et lui seul. J'étais surpris un peu. Alors, merci de cette question, parce que il faisait seul ses tirages, il avait des assistants. Son fils a travaillé avec lui aussi, mais n'a pas tiré les choses, et surtout pas le platine. Le palladium, ça c'était vraiment son truc. Alors pour autant, vous avez totalement raison, et comme vous êtes un grand professionnel, vous l'avez vu, il y a des tirages très très différents, et souvent dans les mêmes séries,
Et plus intéressant encore, vous avez peut-être vu dans une salle du Grand Palais, si vous avez vu l'exposition, Oui. j'avais mis dans une vitrine la même photographie, Girl Drinking, une femme en train de... Portrait de femme, c'est Mary Jane Russell en train de boire un verre à cocktail, comme on en voit beaucoup aux États-Unis, en 4 tirages différents, à partir du même négatif. Et c'était 4 interprétations, vous qui êtes tireur, c'est comment vous prenez 4 tireurs, vous leur donnez le négatif sans consigne, vous aurez 4 photos différentes. Et au fond, ce qui était intéressant, c'était la datation. C'est que ces 4 tirages étaient des tirages de 4 époques différentes de la même photographie. 2 au platine palladium d'ailleurs, Oui. et 2 en argentique. Et cette photographie, il l'a tirée quasiment une dizaine de fois. Il n'y en a pas un tirage semblable, mais pas seulement dissemblable, c'est que parfois opposé. Et ça, c'est encore le peintre en photographie. C'est-à-dire que vous pensez à Monet et à la cathédrale de Rouen. Monet, il a fait 38 cathédrales de Rouen, avec le même format et des lumières différentes, en cherchant justement à voir toutes les variations et finalement faisant abstraction du thème, parce que quand on a vu la cathédrale de Rouen, surtout d'ailleurs pour les gens qui habitent Rouen, on l'a vu, mais c'est le même cadrage, donc finalement on s'intéresse forcément à autre chose. Et quand on montre, comme il y avait eu le cas dans ces mêmes salles des Galeries nationales du Grand Palais, en 2010, on avait montré 11, c'était déjà pas mal, pas 38, malheureusement, ça serait l'exposition qui coûterait très cher à faire, étant donné que c'est partout dans le monde, et vu les valeurs d'assurance, mais il y avait 11 cathédrales de Rouen de Monet, et c'était déjà stupéfiant de voir les variations. Les variations. Et bien là, c'est ce qu'il veut faire d'une certaine façon, c'est qu'il montre, selon les années, il a vu des interprétations différentes de tirages et il va créer une œuvre différente. C'est pour ça que quand les gens disent mais c'est dingue aussi, même les prix des œuvres de peine, c'est comme des tableaux. Mais chaque photo, même si la photo est reproductible, il n'y a pas 2 tirages de peine qui sont la même image. Et pendant l'exposition, il y a un galeriste à Paris, la galerie Repac, Thaddeus Repac pour ne pas les citer, qui avait, naturellement représentant aussi Peine, mis quelques photos de Peine. Et il y avait notamment le portrait de Jean Cocteau. Le portrait de Jean Cocteau était dans notre exposition et était chez eux. Et une visiteuse comme ça me dit ah mais il a fait plusieurs portraits de Jean Cocteau à cette époque. Je dis non, je ne crois pas. Ah si, parce qu'il y en a un chez Repac et il y a une autre photo de Jean Cocteau, un autre portrait. Alors elle avait tort sur le fait que c'était le même négatif, mais elle avait raison en fait, parce que c'était la même photographie, mais ce n'était pas la même image, puis c'était pas la même œuvre. Et je suis du coup allé voir tout de suite cette photo. D'abord j'étais allé voir pour vérifier s'il n'y en avait pas 2, j'ai pas dit des bêtises. Et en fait, il était c'était pas la même datation, mais peu importe, mais il avait fait l'antithèse de l'interprétation. C'était Cocteau, c'était très sombre, des contrastes très opposés. Et donc vous avez tout à fait raison, il a fait ça. Et s'il a fait du platine palladium, c'est pas seulement parce que c'était quelque chose d'une texture et il y a quelque chose de très pictural dans la texture du platine palladium. Mais aussi parce que c'est une façon de revisiter sa propre œuvre. Parce qu'en fait, il a commencé tard, le platine palladium. C'est en fait surtout dans les années 70. Il en a fait quelques-uns, les premiers, dans la fin des années 1960. Et il a repris des photographies, dont cette Girl Drinking, par exemple, de 1949, en se disant, bah, tiens, ça, je veux voir ce que ça donne. Aujourd'hui, je vais la tirer différemment. Donc il y avait vraiment le Peine plasticien qui était, et qui d'ailleurs... Peine plasticien, qui était aussi le même, parce qu'il s'était fait un laboratoire aussi à la campagne, dans sa maison de campagne, qui aussi peignait. Quand il ne tirait pas le week-end, il peignait, il dessinait. Souvent d'ailleurs des esquisses préparatoires aux photographiques. C'est-à-dire que ça, c'est fou. C'est l'antithèse vraiment du photographe qui va attraper comme ça le réel. C'est que lui, il dessinait d'abord une scène, notamment avec des objets, et ensuite il allait chercher les objets, il les mettait en place, et il prenait la photo. Donc il faisait déjà des dessins. Il a dû faire ça d'ailleurs pour le mégot aussi. Si je peux me permettre, deux petites questions. Et à Cusco, c'est Martin Chambi qui l'a rencontré?
Les photographes, parce qu'ils se ressemblent beaucoup à les photos de Matrice Chambi, notamment les géants, avec les fonds en toile et tout ça. C'est fort possible. D'accord. Mais Et une autre question, et ces 4 photos c'était collé sur des métals, non? Il y avait 4 photos avec des photos collées sur une plaque oui, c'est en ça, plomb. c'est ça. Et comment vous pouvez travailler ça dans les liquides? Parce que normalement, c'est... Ah non, là ça a été fait après ça. Ah, C'était vraiment d'accord. une façon. Non, ces tirages, Ok. ça c'était une question scénographique. Ces tirages ont été présentés comme ça. J'allais dire c'est une part de quasiment de mise en scène, d'exposition, de scénographie pour montrer un peu une sorte d'atelier comme ça et ces 4 tirages. Mais d'ailleurs, ça crée. Non, mais on était content de cette boîte comme ça en flexi parce que finalement, ça pourrait donner. Mais enfin bon, les tirages étant maintenant à des musées et tout, ça pourrait pas être comme ça, mais ça pourrait donner un objet en soi d'installation très belle. Merci en tout cas. Alors, vous allez nous expliquer après exactement les tirages platine palladium aujourd'hui. Qui d'autre pour une question? Moi, je vois une remarque qui. Vous en avez parlé de la notion de série. Je pense que c'est à partir donc de ces photographes de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est une notion qui est essentielle. Dans la première moitié du XXe siècle, on a des photographes comme Steichen, comme Man Ray, comme Brassailles, qui font de la très belle photographie, mais qui sont des images autonomes. Je pense qu'à partir de la seconde moitié du XXe siècle, et c'est là aussi peut-être que Yavin-Pan est vraiment novateur, c'est que c'est la série dans son ensemble qui fait œuvre. On l'a vu avec les petits métiers, on l'a vu avec la série sur Cusco. La photographie se comprend comme un ensemble d'images cohérents. Et sur la notion de série, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme commentaire sur cette question-là? Oui, c'est sûr que c'est un photographe qui a travaillé par série et de séries stylistiques, les portraits en coin. Il va les faire un moment, il va arrêter. Et là encore, c'est quelqu'un qui naît en 1917. La sérialité, elle n'a pas été inventée par le pop art, elle a été inventée par les impressionnistes. C'est pour ça que je parlais de Monet. L'idée de la sérialité, c'était d'abord l'idée d'essayer de peindre le temps qui passe, comme ça, une temporalité, de donner des séries. Et d'une certaine façon, on le retrouve même avant dans l'histoire de l'art des séries. Goya, il a des séries, etc. Donc ça, c'est très artistique de faire ça. Et lui, il a testé, donc, parce que c'est un expérimentateur. Donc il va chercher, il ne se répète pas, il n'a pas un truc en disant lui ça c'est un portrait donc je le fais comme ça. Non, il va faire des séries de portraits. Alors après, certains ont donné des noms, ils ne leur donnaient pas forcément des titres à ces séries, mais ça correspond à des périodes et à des thèmes aussi qu'il va reprendre. Mais même dans ces natures mortes, il évolue considérablement entre ces premières natures mortes dans les années 40 en couleur d'ailleurs, qui sont un peu des assemblages d'objets, et jusqu'à ces mégots de cigarettes qui sentent quasiment la mort et qui sont extrêmement épurés. Il va faire ça. Donc oui, je crois que ça c'est moins la photographie qui amène à la série que ce programme artistique dans lequel il se vit vraiment comme artiste, donc comme inventeur. Il cherche à chaque fois à tester quelque chose d'autre, à expérimenter quelque chose d'autre, et c'est pour ça que ça donne une série, et c'est pour ça qu'il y a des chapitres, et c'est pour ça que c'est d'ailleurs très facile de faire une exposition à Irving Penn, parce que comme les chapitres sont déjà bien distincts, voyez. Et d'ailleurs dans l'exposition, on avait 11 salles et 11 chapitres, 11 thèmes stylistiques. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que je pense que les photographes justement voulaient se détacher de cette notion de série avant pour se rapprocher finalement de l'œuvre unique du peintre. On pense aux pictorialistes, on pense à des photographes de cette nature-là, et qu'à partir des années 50-60, ça va influencer tout un courant qui ensuite va donner les années 70-80, les époux par exemple Bernier et Labécher, qui vont travailler uniquement sur la notion de série. On ne peut pas prendre une photographie seule de ces photographes, pour ceux qui connaissent, ou de l'école de Düsseldorf qui va perdurer.
Moi, je pense que c'est vraiment après la seconde partie, dans la seconde partie du XXe siècle, la photographie intègre cette notion de série pour faire art. J'ai l'impression qu'avant, les photographes avaient nécessité de s'en détacher pour être créateur, tout comme un peintre. Là, le photographe devient autonome, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Mais moi, ce que je vous disais, c'est parce que aussi les peintres sont partis dans la série à fond, dès les impressionnistes. Et tout le XXe siècle, les peintres, Richard Prince, c'est par série, etc. Enfin, tous les artistes vont avoir leur série et leur thème, et les photographes ont effectivement suivi ce mouvement. Pour en revenir au portrait, aussi parce qu'ils font des expositions, il y a aussi quelque chose aussi d'important. Et ça naît aussi à l'époque de Penn. Parce que la France, là-dessus, a été commencée alors très en retard, alors que puisque il fallu attendre 2012 pour avoir des rétrospectives de photographes dans la Galerie nationale du Grand Palais. Mais le Met à New York, le Metropolitan Museum of Art de New York, avec lequel on a fait d'ailleurs composé cette exposition ensemble, et montré, avait créé très tôt un département de photographie, et qui avait quand même le grand photographe Steichen qui s'en occupait. Et donc, Penn, il a été montré, il y avait une photo, sa première photo montrée, c'est je crois en 67 ou 65 au Met. Donc c'est très tôt. C'est une époque, et nous, quand je vois qu'il y a quelques saisons, c'est enregistré ici, donc je ne vais pas le dire. Il y avait des grandes institutions muséales françaises qui disaient bon, on va faire une galerie photographique, alors que le Met, dans les mêmes salles où ils peuvent faire. L'exposition Irving Penn au Met, elle était présentée dans les salles qui jouxtent les trésors gréco-romains qu'ils ont. Donc, ils n'ont pas fait, eux, de rayons photo. Il y a des grands artistes, il y a des moins grands artistes, mais ils montrent des artistes. Pour en revenir au portrait, vous avez parlé de Richard Avedon, autre grand photographe portraitiste, qui avait une réelle direction du modèle, de la personne photographiée. Est-ce qu'on sait de quelle manière Irving Penn travaillait avec, on pense aux photographies de Dali, vous avez évoqué celle de Picasso. Quelle était sa manière de diriger la personne photographiée? C'était un taiseux, il ne disait pas beaucoup de choses, mais il attendait beaucoup. Il a horripilé les gens. Bon, il y a des anecdotes célèbres. Marlène Dietrich, il n'était pas connu, évidemment, pour cause au début des années 50, et elle, qui était vraiment la reine des reines, photographiée en permanence, pratiquement, donc la pauvre, c'est pas simple, a voulu quitter la séance. Il lui a dit, vous savez, jeune homme, vous dites tout de suite que si vous faites ça, les éclairages comme ça, et ce genre de pose, vous n'allez pas aller bien loin dans ce métier. Bon, on ne peut pas avoir raison tout le temps. Il a eu raison sur beaucoup de choses, Marlène Dietrich, mais pas là-dessus. Et c'est vrai que son portrait, c'est dommage d'ailleurs de ne pas l'avoir ici. On voit un regard un peu méprisant. Le regard d'un air, elle est comme ça. Puis elle ne comprenait pas pourquoi il la tordait dans tous les sens. Elle est comme ça. Et elle se dit, mais il est complètement malade. Il pourrait me mettre... Elle est quand même une femme. On ne peut pas rater une photo de Marlène Dietrich. Mais du coup, c'est la photo sur laquelle il n'y a aucune hésitation. Il n'y a pas longtemps, à la Maison européenne de la photographie, vous avez cité, qui d'ailleurs, la Maison européenne de la photographie, qui a la plus belle collection institutionnelle en France d'Irving Penn. Parce qu'ils ont été d'ailleurs, il faut rendre hommage à Chapier, Henri Chapier et Monterosso, ils ont été très visionnaires, et pas seulement sur Irving Penn. Et à l'époque où c'était très facile, au sens où il y avait la disponibilité, et c'était tout à fait à des prix accessibles, ils ont acquis beaucoup de photographies d'Irving Penn, qui étaient du coup très contents, qui leur en a donné quasiment autant pour le prix de ce qu'ils avaient pris, et ils l'ont montré aussi. Donc du coup, ils ont aujourd'hui, je crois, quelque chose comme 75 tirages. Et je ne vous dirai pas combien il y en a dans les collections nationales françaises, parce qu'il y en a zéro. Donc, et comme aujourd'hui, ça vaut trop cher pour les acheter, nous n'en aurons pas.
Donc ils ont été visionnaires. Eh bien, pourquoi je dis oui, il y a 2 saisons, là, il y a quelques mois, la Maison européenne de la photographie a fait une exposition qui s'appelait Obsession Marlène, en fait sur la collection de photographies de Pierre Passebon, collectionneur et marchand d'art d'ailleurs pareil, qui avait un jardin secret, il révélait, c'est-à-dire qu'il collectionnait systématiquement tout ce qui a trait à Marlène Dietrich. Et donc, il y a des centaines et des centaines, voire des milliers de photos. Et donc, il y avait évidemment aussi une photo de Penn là-dedans. Et bien, je peux vous dire que il n'y avait aucune hésitation, même si il y avait beaucoup de photographies où j'étais incapable de dire qui était le photographe. Enfin, la plupart d'ailleurs des photographies, qui étaient, si on ne savait pas. Mais ça, on reconnaît, il a imposé un style, et c'est ça un grand artiste, celui qui impose, je crois, son style. Pour une dernière question dans le public. Non. Bon, alors je vais vous inviter à une dégustation de vin dans le hall du théâtre. Donc, et puis si vous voulez poser des questions donc à Jérôme Neutre, mais aussi à Carlos Barrantes pour la technique du tirage platine palladium. Je sais qu'il ne révélera pas tous ses secrets parce que bon, il y a une part de. Non mais moi j'ai une question à lui poser. J'ai une question à lui poser. Après, non mais on peut. Non mais parce que j'ai travaillé sur plusieurs grands photographes. J'ai eu cette chance d'ailleurs de pouvoir travailler sur de grands photographes et donc d'avoir accès à leurs archives, etc. Et de regarder énormément de tirages dans des plus belles collections. Et notamment, il y en a un autre qui a fait de très beaux tirages platine, qui est Robert Mapplethorpe. Oui. Mais il ne les faisait pas lui-même. Et le fait est, et ça je l'ai découvert, et je parle vraiment de photographie qui n'est pas plus voyagée, c'est-à-dire toujours à New York. Si vous prenez les tirages platine palladium de Mapplethorpe qui sont conservés aujourd'hui au Guggenheim, ou les tirages platine palladium de Penn qui sont conservés au Metropolitan, donc même standard de conservation. On ne peut pas dire oui mais ça c'était en plein soleil dans le salon d'un tel, dans la chambre. Non, les mêmes standards. Et des mêmes années, au fond, même plus récent pour les tirages platine palladium, puisque c'est les années 70 pour les tirages platine de Penn, et puis plutôt début 80 pour Mapplethorpe. Eh bien, au Guggenheim, vous regardez certains, et c'est comme si c'était fantomatique, c'est comme si c'était effacé. Il faut les restaurer aujourd'hui. Évidemment, ils n'osent pas. Oui. Donc du coup, quand j'avais, vous vous souvenez, vous avez peut-être vu l'exposition Mapplethorpe au Grand Palais, oui. L'affiche, c'était l'autoportrait à la canne pommeau de tête de mort, que je trouvais, qui a été une affiche d'ailleurs qui a peut-être aussi repoussé un peu les gens, mais c'était un risque, mais je trouvais que c'était tellement fort et je voulais montrer que cette histoire l'avait mal tournée, que ça dramatisait, que c'était quelque chose de très très fort. Il existe plusieurs tirages platine. En tout cas, j'en avais trouvé 2. Un au Guggenheim, passé, et un autre, c'est un collectionneur privé qui avait pris, lui, la liberté de le restaurer, de le faire restaurer, pour le faire retrouver. Sinon, c'était fini. Or, les tirages de Penn, et ça, ma question va venir, c'est que les tirages de Penn sont restés, ont tenu, alors que c'est extrêmement fragile, apparemment, ont tenu. Alors, quel était selon vous, quel est votre diagnostic, docteur? Pourquoi il y en a un qui ne tenait pas, alors qu'il était fait par un grand professionnel, le photographe Mapplethorpe, il n'a jamais fait de tirage lui-même, il essaie de faire ça aux professionnels. Ça ne remet pas en cause votre profession. Non, ça ne regarde rien. En principe, normalement, tous les collections, ils aiment les tirages en platine, palladium ou les charbons parce que c'est les procédés nobles. En principe, c'est la conservation. C'est des procédés beaucoup plus stables que des autres procédés argentiques, par exemple, parce qu'il n'y a pas d'hyposulfite. Ça, c'est une chose. Et une autre chose, ça pourrait être l'élimination des produits résiduels. Ça veut dire les platines, comme c'est le métal, ou le palladium, c'est le métal plus noble, c'est le plus oxydant. Alors, si on élimine bien tous les résidus qui sont dans les tirages, ils sont extrêmement corrosifs.
jamais on utilise le métal. C'est pour ça que je vous demandais comment on pouvait utiliser les tirages dans des plaques de métal. Ouais. Ça m'étonnait énormément, je ne comprenais pas, parce que c'est incompatible. Bon, ça, sans connaître, c'est ça. Et par rapport à la restauration chimique, c'est vrai que ça, dans les années 90, 2000 à peu près, on a fait beaucoup de restauration chimique photographique, mais après c'était abandonné parce qu'au début ça montait bien, la restauration c'était effective, mais après la destruction c'était radical, beaucoup plus profonde. En quelques années il tombait. Alors maintenant, par rapport à la conservation, la restauration, normalement, on n'aimait pas la chimie. Mais bon, ça savoir. En tout cas, ça prouve donc, ça me confirme qu'Irving Penn était vraiment un expert en tirage et qu'il a réussi à maîtriser ces techniques, y compris difficiles. Ouais. Donc pour voir des tirages d'Irving Penn, où est-ce qu'on peut en voir en France? Alors, il faut. Le problème, c'est que il y en a pas qui sont aujourd'hui visibles en permanence. Et c'est souvent le problème avec les photographies. Alors, je veux dire qu'en France, il faut une possibilité est de guetter un peu dans les programmes de la Maison européenne de la photographie, parce qu'ils ont un certain nombre, mais comme ils ont montré et prêté plusieurs fois, je ne pense pas que ce soit dans leur programme dans les années à venir, donc c'est assez rare. Il y a eu une exposition qui était partielle, qui était la collection de François Pinault, la collection Pinault à 130 photos de Penn. Et là, il l'avait montré à Venise, au Palazzo Grassi, en 2015. Alors, c'était sa collection, ce n'était pas une rétrospective Penn, parce qu'il y a vraiment certaines séries qui sont complètement absentes, et puis certaines séries qu'il a, parce qu'en fait, il avait acquis par collection. C'était bon, voilà, pas au fur et à mesure, mais il a quand même pas mal de petits métiers, justement. Et donc là... voilà, c'est susceptible de temps en temps d'être vu. Ensuite, il faut regarder la galerie de Tadeusz Repak, qui a fait une première exposition, qui en fera forcément une autre exposition à un moment ou à un autre, de quelques tirages. Mais c'est vrai que c'est très... Alors, je ne peux pas vous dire, il fallait pas rater, ce ne serait pas gentil, celle du Grand Palais, mais c'est ce que j'ai dit beaucoup dans la presse, et les journalistes ne me mettaient pas. Je disais, mais dites bien que c'est rarissime d'avoir 250 tirages comme ça. Il ne ressortira pas, il n'y aura pas beaucoup. On a mis 5 ans avant de supplier tout le monde pour avoir ces photos. Donc c'est vrai que malheureusement, c'est pas simple. Et à la différence d'huile sur toile, de tableaux qu'on peut avoir en permanence dans des collections permanentes, parce qu'il n'y a rien de plus solide que quand même, on n'a jamais inventé de mieux que l'huile sur toile. Là, par définition, la fragilité du support photographique, des tirages, fait qu'on ne peut pas imaginer, par exemple, une salle permanente Irving Penn à la Maison européenne de la photographie. Voilà, c'est pas possible. Donc là, cette exposition, elle a tourné, elle a été exceptionnellement montrée dans 4 villes. Elle a été montrée à New York, à Paris, à Berlin et à Sao Paulo. Et ensuite, ces photographies, elles sont pour plusieurs années au frigidaire. Merci beaucoup. Mais il y en a... Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Mais je vous souhaite quand même soirée. de regarder. Il y aura d'autres expositions, peut-être, bien sûr. Le catalogue d'exposition, voilà. Dégustation de vin. Voilà, et bon week-end. Catalogue d'exposition qui a d'ailleurs, on a eu cette contrainte, c'est pour ça qu'il était rare et cher, c'est que Penn n'autorisait les catalogues que si la photogravure était faite par ses propres assistants. Donc c'est les gens qui travaillent avec Penn, qui ont fait la photogravure, choisi le papier, etc. C'est pas facile pour les éditeurs, parce que c'est le commando catalogue a un peu grain exigeant. particulier. Oui, moi, je l'ai acquis. voilà, C'est vrai qu'il a ça donne aussi, une texture particulière. Voilà, ça donne aussi ce résultat. Merci à vous.